à un Diengou. Quelles sont ses ambitions? La présidentielle de 2019, l'État sénégalais vit-il une crise financière? Les étudiants, la crise des universités, l'économie sénégalaise et plusieurs autres sujets. Participez à l'émission via les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. Boubacar Camara, l'ancien directeur général des douanes qui vient de se lancer en politique face à Mamoudou Ibra Kane, le Grand Jury dimanche 11h10. Radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité. Nous avons le plaisir de recevoir l'homme du Diengou Ngir Djering Sénégal. Bonjour Boubacar Camara. Bonjour Mamoudou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Boubacar Camara, je reprends votre propre présentation, la présentation que vous faites de votre personnage aux Sénégalais. Je m'appelle Boubacar Camara, je suis inspecteur général d'État en retraite anticipée sur ma demande. Ancien soldat de 2e classe, docteur en droit, avocat au barreau de Paris, expert maritime, j'ai occupé dans le secteur du public les fonctions de directeur général des douanes et de secrétaire général du ministère de la coopération internationale, des transports aériens, des infrastructures et de l'énergie. Ministère du ciel et de la terre, comme disait quelqu'un, nous reviendrons là-dessus un peu plus tard, puisqu'il était dirigé ce ministère par un certain Karim Wade. Dans le secteur privé, Boubacar Camara, vous poursuivez, j'ai rempli les devoirs de président de conseil d'administration, d'administrateur, de président d'institut supérieur de formation, de chef d'entreprise et de consultant international. Ayant grandi dans la banlieue dakaroise, j'ai participé activement à la vie associative, notamment à travers mon implication dans les mouvements de jeunes. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'engager en politique car la situation du Sénégal l'exige. De plus, mon parcours et beaucoup de mes compatriotes m'y encouragent. Plus décisivement, c'est mon devoir car le vaillant peuple sénégalais m'a tout donné. C'est ce pays qui fait battre mon cœur. On peut s'arrêter là. Quel est le sens de votre engagement, Boubacar Camara? Merci beaucoup Mamoudou, merci de cette invitation. Je profite de l'occasion pour souhaiter à tous les auditeurs un bon Ramadan et à toutes les mères une très bonne fête. J'ai tendu une oreille attentive aux populations et j'ai entendu et senti la souffrance de mon peuple. Ce peuple qui m'a tout donné. J'ai également ouvert l'œil du cœur à ces populations et j'ai constaté la dégradation continue des valeurs, du bien public, la dégradation des conditions de vie, de la transparence, de la santé, de l'éducation, j'en passe. Et vous dites de 60 à nos jours, c'est l'échec. Justement. De 60 à nos jours, si l'on fait le bilan, on peut dire effectivement qu'il y a là un échec. L'échec ne veut pas dire que rien n'a été fait. L'échec ne veut pas dire fatalisme. Mais lorsque vous faites beaucoup de choses et que vous gâchez beaucoup de choses, on fait un bilan et on se rend compte que le Sénégal aurait pu dépasser la situation qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire, concrètement, on aurait pu être un pays développé. Je ne parle même pas d'émergence. Un pays développé? Bien sûr. Est-ce qu'on peut parler de réussite quand, au Sénégal, on cherche encore de l'eau potable et n'arrive même pas à assurer la dépense quotidienne? Est-ce qu'on peut parler de réussite lorsque la femme, qui doit être un levier dans ce développement, est reléguée au second plan? C'est le constat que beaucoup de Sénégalais font, mais qu'est-ce qui l'explique, cette situation que vous décrivez? À votre avis, c'est dû à quoi? L'explication, c'est que les acteurs qui devaient être renforcés pour améliorer et mettre le Sénégal dans des conditions idéales pour se développer n'ont pas été renforcés. Je parle de l'État. Un État doit avoir des capacités d'intervention importantes.
Un État doit avoir un pouvoir de négociation qui lui permet de défendre les intérêts de son pays. Un État doit pouvoir protéger les entreprises et leur permettre d'être compétitives. Un État doit pouvoir protéger sa jeunesse contre les dérives. Lorsque l'État, par sa façon de fonctionner, par sa façon d'agir, de négocier, perd son pouvoir, perd son autorité. On voit énormément de choses. Ils ont des infrastructures structurantes. La voix de ceux qui ont été toujours relégués au second plan, la voix de ceux qui ont toujours considéré que la politique était l'affaire des autres, la voix de ceux qui ont été marginalisés parce que le déficit de citoyenneté les a gagnés, la voix de ceux qui ont laissé faire. Et lorsque vous laissez faire, on fait à votre place. Et lorsqu'on fait à votre place, on fait souvent contre vous. Oui, mais est-ce que le Djengou n'est pas plus un sentiment de révolte qu'une vision qu'on porte? Mais justement, le Djengou Ngir Sénégal comporte un volet sentiment de révolte devant une situation inadmissible d'un Sénégal divisé en deux, d'un Sénégal marqué par les inégalités profondes, ceux qui peinent à avoir la dépense quotidienne et ceux qui sont dans l'arrogance et la cupidité. Ce sentiment de révolte, de voir son peuple vivre une situation aussi difficile. Mais à côté de ce sentiment de révolte, il y a une proposition. Nous venons avec des propositions. Nous venons avec une offre sociétale. Nous venons pour dire, voilà ce qui a été fait, voilà ce qu'il faut faire pour améliorer ce qui a été fait, voilà ce qu'il faut redresser. Donc le Djengou comporte à la fois une part de fipou et une part de joyanti, c'est-à-dire de redressement. On va en parler tout à l'heure, votre offre politique, mais une question qui me rappelle, qui me renvoie moi-même à mes propres archives, elle est posée par Mbaye Babacar Sadikh Gueye. Il dit, Monsieur Camara, lors de votre dernier entretien dans les affaires de la cité, émission que nous présentons à la TFM, une question vous a été posée en rapport avec votre engagement politique et votre réponse a été tout aussi ferme, allant jusqu'à dire, Mamoudou, vous êtes en train de penser à l'impensable. Aujourd'hui, vous déclarez votre engagement politique pour le Sénégal. Qu'est-ce qui justifie ce virement à 80 degrés? Question de Mbaye Babacar Sadikh Gueye. Je pense qu'il y a une erreur dans le propos. Je n'ai jamais dit que vous pensiez l'impensable. J'avais dit que vous étiez en train de penser l'impensé. L'impensé, à un moment donné, c'était que nous étions en train de réfléchir sur un projet de société, sur ce qu'il faut faire du Sénégal, sans forcément décider de nous y engager. Oui, aujourd'hui vous vous engagez. Plus tard, l'impensé a été pensé. Non, et justement, il est devenu pensable. On m'a posé la même question à Paris il y a au mois de mars. J'ai dit que j'y pensais. Aujourd'hui, j'y suis. Ou bien, presque. J'y suis, pourquoi presque? Parce que simplement, nous nous sommes engagés en politique pour les raisons que nous avons évoquées, mais nous avons trouvé sur le terrain politique des hommes et des femmes qui croient aux mêmes idéaux que nous et avec lesquels nous sommes en train de discuter pour voir quelle approche prendre. Et c'est pour cela que cet engagement politique est considéré par nous comme quelque chose d'irréversible et de fondamental. Nous y sommes. Je suis candidat ou je suis presque candidat? Qu'est-ce que vous dites exactement par rapport à la présidentielle du 24 février 2019? En fait, les élections du 24 février 2019, c'est simplement une étape pour la reconstruction d'un pays. Nous avons un pays à rebâtir, à reconstruire. Et pour reconstruire ce pays, on ne peut pas le faire seul. C'est une équipe.
qui est consciente, qui est d'accord sur les constats et qui a un projet de société. Nous avons travaillé sur le projet de société, nous sommes en train de travailler sur cette équipe. Et le moment voulu, cette équipe décidera de la personne qui a le meilleur profil pour 2019, décidera également des hommes et des femmes qui ont le meilleur profil pour les élections locales, décidera aussi de ceux qui auront le meilleur profil pour les élections législatives et pour d'autres présidentielles dans l'intérêt du Sénégal. Nous ne sommes pas dans un positionnement de candidature personnelle ou bien d'échappée solitaire. Nous y travaillons. Mais rien n'est exclu. Et nous sommes prêts à assumer cette charge. Il n'y a pas de doute. Charge de candidat à l'élection présidentielle. Sans hésitation. Pour cela, il vous faudra réunir le nombre de parrainages requis. C'est une autre question posée par un de nos internautes qui dit, mais comment vous comptez y arriver? Ah, ça, c'est des éléments d'organisation stratégique que je n'ai pas besoin de révéler ici. Mais vous me donnez l'occasion de montrer que, justement, quand un pays connaît des reculs démocratiques de ce genre, il y a un problème. Comment peut-on imposer? Un recul démocratique? C'est une catastrophe juridique. Comment peut-on, dans un pays démocratique, soulever une question aussi importante à moins d'1 an des élections, décider de comment ça va se faire, aller mener faire voter une loi aussi importante sans débat à l'Assemblée nationale? C'est la même chose qui a été faite avec le renouvellement des cartes d'identité et des cartes d'électeurs. C'est la même chose également sur le référendum. Je pense qu'aujourd'hui, les démocrates qui sont mobilisés pour que le processus électoral soit transparent, consensuel, ont parfaitement raison et je partage ce combat-là. La question sur le parrainage est posée par Omar Adama Diouf, mais il y a eu quand même une loi qui a été votée. Le Conseil constitutionnel saisi par l'opposition s'est déclaré incompétent. Aujourd'hui, il est question de discuter des modalités de ce parrainage autour du ministre de l'Intérieur. Est-ce que la cause n'est pas entendue? Non, la cause n'est jamais entendue quand les démocrates se mobilisent. Aujourd'hui, les démocrates, les Sénégalais doivent refuser qu'un compétiteur change les règles du jeu. Le jeu est clair, on a un code électoral, on a un processus électoral qui est là, on doit l'améliorer, on ne doit pas introduire une incertitude qui peut entraîner un chaos. Il ne faut pas toucher au dispositif électoral, surtout un compétiteur ne doit pas toucher au dispositif électoral. Vous êtes contre le parrainage? Absolument contre. Le procédé, les justifications qui sont avancées, les méthodes, la façon dont c'est voté, le semblant de dialogue qu'on veut introduire, je pense que c'est une manipulation qu'il faut combattre. Vous n'êtes pas partant pour ce dialogue? On ne dialogue pas pour ça. On ne dialogue pas, on ne doit pas y toucher. Mais vous risquez de vous soumettre au parrainage, justement, en annonçant votre candidature. Le moment venu, on exercera cette participation à l'élection en fonction du dispositif en vigueur. Ce n'est pas ça la question. Mais c'est la position de principe que nous développons. Boubacar Camara, opposant au président Macky Sall aujourd'hui. Je suis un opposant à tout ce qui est contraire à l'intérêt du Sénégal. Est-ce que le président Macky Sall, à votre avis, je pense que aujourd'hui, la description que je viens de faire du Sénégal, de la situation que vivent les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs au Sénégal, les élèves, toutes ces crises que nous traversons montrent très clairement que le bilan du président Macky Sall est négatif. Et le bilan global des 58 ans d'indépendance est négatif. Aujourd'hui, il faut rebâtir un autre Sénégal avec des patriotes qui n'utilisent pas l'État comme un instrument d'enrichissement personnel, qui ne bradent pas les intérêts de notre pays.
C'est le constat qu'on peut faire aujourd'hui aussi? Absolument. Nous pensons qu'aujourd'hui, un État qui a ses capacités renforcées doit négocier les intérêts de son pays debout, les yeux dans les yeux. On ne négocie pas en rampant, on ne négocie pas accroupi, on ne négocie pas à genoux, on ne négocie pas en pensant au dessert. À quoi faites-vous allusion? Je fais allusion au dessert, à ce qu'on peut tirer personnellement ou ce qu'on peut tirer en tant que groupe ou bien en tant que corporation. Ceux qui ont raté quelque chose ne savent pas quoi renvoie votre allusion au dessert. L'allusion au dessert renvoie au fait que quand vous négociez pour les intérêts d'un pays, vous ne devez pas penser à vos intérêts personnels. Vous ne devez pas penser à ce que vous mettez dans votre ventre. Vous devez penser à ce que vous mettez dans le ventre de tous les Sénégalais de façon durable, dans l'intérêt général. Je ne sais pas si vous pensez à ce que je pense, et pour la clarté des choses aussi, il y a eu cette prise de position du président Macky Sall lors du lancement de sa série d'ouvrages. Parlant de la colonisation, il a trouvé qu'il y avait des aspects positifs de la colonisation en disant que la France, même pendant la colonisation, vis-à-vis des tirailleurs sénégalais, en tout cas de ceux qui étaient sénégalais, leur servait même des desserts. Vous parlez de ça? Vous savez, le subconscient émerge sans qu'on y fasse trop attention. Je m'en arrête là. Alors, je vous reprends un peu dans votre déclaration, sorte de profession de foi. Vous l'avez dit, 58 ans d'échec. Vous estimez qu'aucun des 4 présidents, Senghor, Diouf, Wade et Sall, n'a réussi à sortir le Sénégal de son retard économique. Dakar n'est pas comme Paris. Mais Dakar se veut être sur le chemin de l'émergence. Pour reprendre autrement le plan Sénégal émergent que vous flétrissiez tout à l'heure, en quoi votre échec, mais vraiment votre constat d'échec, correspond à la réalité vécue par les Sénégalais? Mais justement, c'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, pour comparer l'échec, pour comprendre l'échec, il faut connaître la réussite. Boubacar Camara, invité du grand jury. Il est utile toujours de le rappeler. Il vient de s'engager en politique. Oui. Lorsque vous avez une administration qui n'est pas performante, lorsqu'aujourd'hui les positions occupées par l'administration dépendent d'un score électoral ou bien d'un positionnement politique, cette administration ne peut pas être un levier de développement. Lorsque vous n'avez pas une administration comme levier de développement, lorsque les entreprises sénégalaises sont reléguées au second plan, lorsque la richesse qu'on peut avoir dans ce pays est répartie de façon inégale, au point que les paysans aujourd'hui vivent une période de soudure comme ça a été le cas il y a encore plusieurs années, lorsqu'on n'arrive pas à acheter au juste prix le prix de l'arachide, Senghor disait Barigo Djouni. Aujourd'hui, on devrait être à Barigo Fouki Djouni. Aujourd'hui, le paysan ne peut même pas vivre du fruit de son travail. Et lorsque vous me dites ce constat d'échec-là, sur quoi il repose sur la réalité quotidienne. Allez demander à tous ceux qui vont en mer pour chercher du poisson et qui n'arrivent pas à trouver. Allez demander à tous ceux qui ont des troupeaux qu'ils n'arrivent pas à nourrir, qui sont obligés de faire des kilomètres et des kilomètres. Allez demander à tous ceux qui cherchent de l'eau potable. Allez demander à ces 500 000 enfants qui n'arrivent pas à entrer dans le système scolaire. Un autre internaute à l'esprit alerte nous rappelle également, interrogé sur Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI à propos du CFA, M. Camara avait répondu laconiquement que ce n'est pas le moment de sortir de cette monnaie parce que le paysan sénégalais ne produit pas assez pour soutenir une exportation significative. Comme il demande aux Sénégalais de l'élire et qu'il se dit leader de la génération Y, on aimerait bien qu'il élabore sur cette question qui sera cruciale dans nos choix à la prochaine présidentielle. Pourquoi pense-t-il qu'une monnaie doit nécessairement servir à acquérir des devises fortes d'autres pays?
Ne pense-t-il pas que l'objet premier d'une monnaie serait que le paysan puisse acheter le poisson du pêcheur, que celui-ci puisse acquérir ses pirogues chez le bûcheron et que tous puissent obtenir la viande de l'éleveur? Surtout que le but ultime de la monnaie est de stimuler l'économie pour que tous ces acteurs puissent payer des impôts à l'État. N'est-il pas reproché au CFA justement d'être une monnaie qui extrait le labeur des paysans et ouvriers pour permettre à l'élite bureaucratique dont il fait partie de vivre au même standard que l'élite des pays nantis? Œuvre-t-il à perpétuer ce modèle économique? Je pense que la question est pertinente sur le point suivant. Que pensons-nous de la monnaie du CFA? Il y a un grand débat là-dessus. Nous pensons et nous continuons à penser que c'est un système qu'il faut réformer au bon moment et dans les conditions où une économie forte permettra de soutenir une monnaie forte. Nous pensons que réformer la monnaie parce que on a une conception souverainiste est une erreur. Par contre, nous pensons que le système, aujourd'hui, doit faire l'objet d'une réforme profonde. Est-ce que le CFA ne fait pas partie des desserts servis par la France, justement? Je considère ce n'est pas un dessert. Il faut absolument remettre en cause ce schéma monétaire à partir de l'intégration. L'intégration que nous proposons, c'est une fédération entre, dans un premier temps, une fédération de l'Atlantique entre la Guinée-Bissau, la Guinée, le Sénégal et la Guinée-Conakry. Ces 4 États regroupés dans le cadre d'une fédération. Vous savez très bien que la Gambie n'a pas le CFA, la Guinée-Conakry également n'a pas le CFA. Dans le cadre de cette intégration, nous aurions toutes ces richesses des ressources atlantiques, halieutiques, parce que c'est la mer. Nous aurons les richesses de notre fer qui est au Falémé, qui pourrait être transformé à partir, avec l'aide de notre gaz, du pétrole. On a des produits comme la bauxite de la Guinée. On a toute cette belle opportunité touristique en Guinée-Bissau, en Casamance et dans toute cette zone. C'est la fédération de toutes ces ressources-là qui permettra, avec la récupération de tous ces cerveaux qui constituent une sorte d'iCloud au-dessus de l'Afrique et qui servent pour le moment l'Europe, l'Amérique, tous ces cerveaux dans tous les secteurs, c'est ce matching-là qui permettra d'avoir une économie forte. Et c'est cette économie forte qui nécessitera fondamentalement de battre une nouvelle monnaie, et cette monnaie négociera à mémoire égale, comme j'ai dit, debout, les yeux dans les yeux, avec le CFA. Faut-il avoir une parité fixe? Faut-il avoir une parité, une partie fixe, une partie flottante? Faut-il avoir une monnaie flottante à tout niveau et compétir au niveau international avec les capacités d'exportation qu'on aura? On exporterait tout l'aluminium avec la transformation de la bauxite. On exporterait le fer pour tous les véhicules de tous les pays du monde. On développerait l'agriculture avec un réseau hydrographique extrêmement important. Voilà des conditions qu'il faut réunir pour soutenir une bonne monnaie. Le fond de votre pensée, c'est qu'il faudra sortir du franc CFA. On doit sortir, toutes les économies doivent sortir de toutes les monnaies qui constituent des entraves et qui augmentent leur dépendance. Et pour vous, le CFA, les 10 pays, le CFA est une entrave. Mais forcément, très bien. Toutes ces monnaies qui ne sont pas adossées sur une économie forte, qui permet de développer une exportation qui te permet d'avoir les devises, sont des entraves. Il faut enlever l'entrave au bon moment, se battre pour avoir une économie qui te permet de supporter une bonne monnaie. Alors, quelle est votre vision au-delà du CFA? Parce que la question nous a été presque imposée par rapport à ce que vous disiez précédemment. Quelle est votre vision? Quel est le projet que vous portez et que vous comptez soumettre aux Sénégalais le 24 février 2019? Pas forcément moi, personnellement. Le projet de société sur lequel des hommes et des femmes qui ont les mêmes convictions que nous, qui ont fait le même constat, portent leur espoir, est bâti sur l'idée de renforcer les acteurs qui permettent d'avoir un Sénégal prospère.
Le premier acteur, c'est l'État, avec sa capacité de négociation, avec une réforme de l'administration, avec une réduction des dépenses publiques qui permet à l'État de faire face à ses engagements, surtout à ses missions régaliennes, dont la sécurité des Sénégalais. Le deuxième, c'est l'entreprise. Faire en sorte que l'environnement de l'entreprise lui permette de créer des richesses et d'arriver vers une transformation des matières premières que nous avons sur place pour que nous puissions consommer ce que nous produisons et booster l'industrialisation qui est à terre aujourd'hui dans ce pays. Faire en sorte que les créateurs de richesses qui sont les entreprises puissent travailler dans des conditions et avec un schéma fiscal correct. Faire en sorte que le travailleur puisse avoir... Schéma fiscal correct. Oui. Arrêtons-nous un peu. Qu'est-ce que vous appelez schéma fiscal correct? Un schéma fiscal correct, c'est un schéma qui n'étouffe pas l'entreprise et qui lui permet de réduire les coûts des intrants, qui lui permet de réduire les coûts de production et d'avoir un produit qui reste compétitif sur le marché national et international. Et un schéma fiscal correct, c'est un schéma équitable qui permet de toucher tout ce qui produisent. La politique fiscale actuelle, pour vous, étouffe-t-elle l'entreprise sénégalaise? Oui, bien sûr. La politique fiscale actuelle pose deux problèmes fondamentaux. Le premier problème, c'est l'identification du redevable, de celui qui paye l'impôt. Au Sénégal, la majorité ne paye pas l'impôt. Les entreprises sont dans des situations où... Donc, on n'a pas une boucle fiscale qui permet d'identifier même les contribuables. Et deuxièmement, le schéma fiscal que nous avons, l'organisation de la collecte de l'impôt n'est pas adéquate. On a un système qui est souvent déclaratif et qui ne permet pas de localiser l'impôt à l'endroit le plus adéquat. Pour prendre un exemple concret, lorsque vous voulez taxer la vignette, vous pouvez intégralement le mettre sur le prix du carburant parce qu'il n'échappe pas. Lorsque vous voulez taxer le téléphone, vous pouvez le mettre sur les communications, etc. Donc il y a des schémas fiscaux qui ne sont pas adaptés. Ça c'est un. J'en étais à l'entreprise. Ensuite, le travailleur. Le travailleur doit pouvoir avoir un revenu décent, avoir un toit, s'alléger des dépenses d'éducation et de santé et pouvoir à la retraite avoir une retraite paisible avec un minimum vieillesse. Ça, c'est un schéma renforcement du travailleur. Après le renforcement du travailleur, il y a la femme dont j'ai parlé tout à l'heure. Il faut une autonomisation de la femme, surtout la femme rurale et la femme qui vit dans les zones périurbaines. Beaucoup de femmes font du travail sans revenu ou sans revenu décent. Donc elles sont pauvres en temps et n'arrivent même pas à s'alphabétiser, à se cultiver et restent dans des tâches quotidiennes, font des kilomètres pour chercher de l'eau, pour chercher du bois, etc. Donc l'autonomisation de la femme, c'est un élément important. Et enfin la jeunesse. Il faut que cette jeunesse-là soit bien formée, qualifiée, qu'elle puisse participer au développement en ayant un stage universel gratuit, obligatoire, un premier emploi garanti et un renforcement de ses capacités qui lui permet de connaître sa culture aujourd'hui. Et c'est important. Nos jeunes ne connaissent même pas l'histoire de notre Sénégal. Ils ne connaissent même pas la culture de notre Sénégal. Ils ne connaissent pas ces hommes qui ont fait ce pays culturellement. Ils ne connaissent pas leur religion. Ils ne connaissent pas grand-chose. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux vivent dans une communauté virtuelle. Vous n'en faites pas partie? Non, moi je suis... Est-ce que vous ne vivez pas dans le microcosme dakarois? Non, vous avez fait le tour du Sénégal? Je suis un Sénégalais bon teint et je connais très bien le Sénégal. Je pense que vous pouvez vous en rendre compte en regardant mon parcours. Ce n'est pas le problème et ce n'est pas ma personne qui est en jeu. Aujourd'hui, je connais assez bien les jeunes que j'ai beaucoup fréquentés. Et ces jeunes-là... Génération Y. Justement, les jeunes... C'est abandonné, Génération Y, on n'en parle plus. Je ne suis plus le président du mouvement Génération Y. C'était une mission que j'avais. Un tremplin, non? C'était un tremplin, non? Le tremplin, ça se cherche pas. Ça se construit pas. On n'a pas besoin de tremplin. Toute ma vie a été bâtie sur un combat. Chaque jour, tu mets un pas. Voir grand, avancer petit à petit. Et c'est comme ça que j'ai travaillé à la sueur de mon front. Je n'ai pas besoin de tremplin, je n'ai pas besoin de bras longs, je n'ai pas besoin de piston.
Mais alors, je termine juste pour dire que c'était une mission qui consistait à aider les jeunes à prendre conscience de la situation qu'ils vivent et se positionner pour développer l'intergénération et faire en sorte que les politiques publiques soient prises en compte. Ce qui a été fait, ils ont leur livre blanc avec 45 recommandations sur la jeunesse. Voilà donc les 5 acteurs qu'il faut renforcer. Et en les renforçant, tu arrives à rebâtir un Sénégal dans lequel il fera bon vivre. Sur la génération Y, mais très rapidement, c'est une petite parenthèse. Leader de la génération Y, il paraît que vous vous êtes inspiré des écouteurs que portent les jeunes pour donner un nom à votre mouvement. La question de Papa Massarnian, qui vous provoque d'ailleurs, un sexagénaire peut-il comprendre cette nouvelle génération pour la diriger? Mais justement, le problème du Sénégal, c'est qu'il n'y a pas de plateforme de transmission intergénérationnelle. Ceux qui sont jeunes, s'ils restent entre eux, ne peuvent pas bénéficier de l'expérience de ceux qui sont moins jeunes. Moi, je fais partie de ceux qui sont moins jeunes et je me suis battu pour qu'il y ait une transmission intergénérationnelle. Que ce que nous avons pris comme expérience puisse profiter aux jeunes. Et c'est en combinant les jeunes et les moins jeunes qu'on arrive à bâtir une société. Oui. Et vous parlez de retard économique du Sénégal. Boubacar Camara, comment comptez-vous financer le développement du Sénégal? Alors, le financement... Est-ce que votre option est différente de celle qui a été appliquée jusqu'ici et qui s'applique aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on finance le développement du Sénégal à partir de l'endettement. On est même allé jusqu'à chercher des eurobonds, qui sont des endettements tout à fait faciles, avec des investisseurs privés qui se couvrent de façon excessive, avec des taux élevés et qui, au premier soubresaut, vous laissent entre les mains des fonds vautours qui vont vous balader à droite et à gauche sans aucune garantie. Un endettement qui va dans une insécurité, tu le fais dans une monnaie, dans le dollar, et qui va dépendre de la situation des États-Unis. Il suffit que les États-Unis éternuent. Il suffit que les États-Unis toussent pour qu'on éternue. Et il y a une incertitude parce que on est dans une zone où on dépend d'une monnaie, on en a parlé tout à l'heure. On est dans une zone où aujourd'hui les recettes d'exportation ou les transferts des immigrés qui doivent permettre de rembourser ces dettes-là sont incertaines. Et ensuite, on a des délais très courts de remboursement. Donc, c'est des endettements qui peuvent provoquer des situations catastrophiques. Comment vous allez financer le financement du développement se fait en général avec l'épargne. Il faut organiser, aller collecter l'épargne pour que cette épargne puisse financer. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il faut bâtir un environnement des entreprises qui permette au privé d'investir au Sénégal. Quand, en février 2014, le plan Sénégal émergent a été lancé, le gouvernement a dit que oui, nous cherchions 3 000 milliards ou 3 500, on en a eu 5 000, mais il s'agit de financement public. Les privés, le financement privé est préférable au financement public, parce que le financement public, non seulement c'est un endettement à rembourser, ensuite c'est un financement qui ne crée pas d'emplois sur une longue durée. Tu peux avoir des emplois pendant la construction d'une route, après c'est fini, et très peu d'emplois après. C'est un financement qui nécessite tout un travail de mobilisation, planification, programmation, avec tout un ensemble de procédures. C'est un financement qui nécessite tout un ensemble de contrôles sur le cadrage macroéconomique, etc. Alors que le financement privé, l'État ne sort pas un franc, c'est le privé qui le met. L'essentiel est que l'environnement soit là, que la justice soit correcte, que le pays soit stable. Il met son argent. Deuxièmement, il crée des emplois de façon durable. Et ensuite, il paye des impôts. Donc, allez dire déjà, ils avaient dit qu'en 2014, qu'ils avaient tout l'argent qu'il fallait. Il ne fallait même pas aller chercher des eurobonds si on a suffisamment d'argent pour financer le plan Sénégal émergent. Aujourd'hui, si on donne un chèque complet de l'ensemble des montants qu'il faut pour financer le plan Sénégal émergent, les réformes n'ont pas été faites pour pouvoir le faire. Le personnel qu'il faut, la formation, la qualification qu'il faut n'est pas disponible. Quand tu as un objectif d'avoir un tiers des personnels scolaires
pour l'enseignement professionnel, pour la formation professionnelle, alors que tu ne mets que 5% de ton financement à l'enseignement professionnel, il y a une contradiction. Donc il y a une absence de vision qui est là. Il n'y a pas de vision. Et la pratique qu'il y a est contraire à la vision tous les jours. Donc le financement du développement par le privé, le financement par l'épargne, le financement par l'exploitation des ressources que nous avons à travers une industrialisation, l'exploitation des ressources que nous avons. Mais pour ce faire, il y a des conditions à réunir. Il faut avoir l'eau qu'il faut, il faut avoir les plantes fourragères, il faut que toute la chaîne de valeur, de l'élevage, du riz, etc. soit exploitée. Il faut que les gens puissent consommer sénégalais. Et pour consommer sénégalais, il faut produire sénégalais. Et pour produire sénégalais, il faut injecter l'argent qu'il faut, 5% dans l'agriculture. Avec ça, tu ne peux pas financer le développement. Vous mettrez combien? C'est pas le chiffre que je peux vous dire. Je mettrai l'argent qu'il faut pour avoir le réseau hydrographique nécessaire pour avoir l'eau. Très bien. Je mettrai l'argent qu'il faut pour que la vache qui fait 5 litres par jour me fasse 20 litres par jour. Je mettrai l'argent qu'il faut pour que la peau de la vache puisse être exportée, puisse être utilisée comme matière première, pour que mes travailleurs d'Engaï puissent avoir une usine ici. Je mettrai l'argent qu'il faut pour que le bois du Sénégal puisse être utilisé pour faire les meubles au Sénégal au lieu d'exporter ou bien d'importer des produits. Très bien. Je mettrai l'argent qu'il faut dans tous les secteurs pour réussir à renforcer les 5 acteurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Je rappelle que vous suivez l'émission Le Grand Jury de la RFM qui reçoit Boubacar Camara qui s'engage en politique avec Djengou Ngir Djering Sénégal. Il a été directeur général de la douane. Mais vous parliez des ressources tout à l'heure. Votre modèle de financement tient-il compte des ressources pétrolières et gazières à venir? Une question de vous introduire un peu sur ce sujet, d'autant plus que le président de la République en appelle à une concertation nationale le 28 mai est la journée du dialogue national et il compte bien organiser une concertation autour de ces ressources. Vous en dites quoi? Bon, alors, une concertation autour des ressources... Avec l'engagement que tous les contrats seront désormais publiés. Pas désormais. Il l'a dit. L'aliénation, le mot désormais, ça veut dire qu'à partir de maintenant, toutes les ressources du Sénégal doivent être aliénées dans des conditions de transparence à travers une procédure d'information et par le biais de l'Assemblée nationale. Il faut que tout le monde soit informé de la manière dont les ressources sont aliénées. On ne peut pas se réveiller pour dire qu'on a un contrat, que c'est XY qui est dans ce contrat. Les ressources pétrolières, gazières, toutes les ressources halieutiques doivent servir justement à financer les infrastructures structurantes, au lieu d'aller emprunter de l'argent. Tout ce qu'on gagne, qui vient de nos sous-sols, de notre sol, de notre mer, doit servir à réaliser nos infrastructures. Donc, on réaliserait sans endettement. Ça doit servir également à avoir une autonomie énergétique qui permet l'industrialisation, pour pouvoir transformer ce que nous avons, les mangues de la Casamance, on les transforme en jus de fruits, qu'on puisse transformer le sel, qu'on puisse transformer tout ce qu'on tire de notre terre, l'arachide, tous ces produits-là, qu'on puisse les transformer. Mais sur la question de la transparence, le Sénégal est quand même bien noté. Non. Par l'Élitieux vient de dire que le Sénégal est le premier en Afrique. Je vous dis, et le deuxième, ou en tout cas dans les 3 premiers ou 4 au plan mondial. Ça fait partie de ces manipulations qu'on fait croire aux gens. On a vu ici au Sénégal des gens qui se lèvent, qui ne travaillent pas, qui te mettent des immeubles à 300 millions, etc. parce que simplement ils font de la politique. On a vu des gens, quand le président de la République, dans sa déclaration, dit qu'il a 8 milliards, je ne sais pas si c'est 8 milliards de francs, je ne sais pas de quelle monnaie il s'agit, mais c'est incroyable. Dans un pays pauvre, il faut se dire la vérité, c'est de la manipulation. La transparence n'est pas là. Les marchés publics sont confiés à des affairistes qui sont sponsorisés. On arrache même des marchés publics à des gens. Ça, c'est la réalité. Je ne veux pas revenir sur le diagnostic. Je suis dans les propositions. Deuxièmement, autonomie, énergie, industrialisation. Faire en sorte que tout ce qui peut être transformé sur place le fasse. Que le riz, que les surfaces soient bien emblavées, qu'on ait suffisamment d'hectares pour produire, qu'on ait l'eau qu'il faut. C'est à ça que doit servir. Troisièmement, il faut réserver justement une partie de ces richesses-là aux générations futures. Ce sont ces générations futures qui feront le Sénégal de demain. Ce que vous dites, c'est ce que dit le président de la République, non? Moi, ce que je dis, c'est prendre les richesses, décider qu'une partie
sera réservé aux générations futures. Nous dire comment il faut le gérer. Est-ce qu'on les met sur des fonds? Est-ce qu'on y touche? Est-ce qu'on touche simplement les intérêts? Dans quelles conditions ça doit être utilisé? Dans quelles conditions ça doit être réparti? C'est des questions sur lesquelles nous avons travaillé en détail. Et je pense que on n'a même pas encore commencé à...